Mesdames, Messieurs, bonjour. La défense des intérêts de l'État devant le prétoire étranger. Tel est le thème, prétexte de cet entretien matinal que nous accorde le docteur Joseph-Francis Delal Zok Atara à la faveur de la publication de son livre au même titre aux éditions L'Harmattan en 2022. Docteur Zok, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour l'amitié que vous nous faites de venir partager sur cette thématique. L'État est le possesseur et le garant de la fortune publique. La fortune publique. Nous ne rentrerons pas dans les considérations générales sur l'État, mais on sait que l'État se définit par un certain nombre de critères. Un État se justifie par un peuple, un gouvernement et des frontières, c'est-à-dire un territoire. À l'intérieur de ce territoire, l'État exerce une autorité certaine, a un accès, un droit sur toutes les ressources. Mais ces ressources ne sont pas l'appropriation des individus, mais plutôt des ressources au service du développement d'un peuple, de l'épanouissement d'un peuple. Et à ce titre-là, l'État perçoit des droits fiscaux. L'État a le droit sur les ressources minières. Mais, en contrepartie, l'État a des obligations. L'éducation, la santé, les routes, les infrastructures. Et l'État n'y parvient qu'au moyen de la fortune publique. Et l'État et ses gouvernants ont l'obligation de protéger cette fortune publique. Mais au-delà donc de cette fortune publique, il y a que l'État a des partenaires. L'État n'est pas seul dans cette opération-là. L'État a des partenaires et, comme tel, a recours à leur know-how, a recours à des emprunts internationaux. Et lorsqu'il emprunte, il y a des moments où soit il ne peut pas rembourser, soit il rembourse mal, soit il y a des ruptures de ces contrats-là et il y a des responsabilités qui sont engagées, des responsabilités internationales de l'État. L'État doit pouvoir en répondre. Et comme tout justiciable, parce que l'État est un justiciable comme les autres, il doit se donner les moyens de se défendre. C'est à tort que nous avons cette assertion-là dans notre non-dit social, notre psychologie, notre sociétale, où vous entendez quelqu'un qui gaspille de l'eau ou qui refuse d'éteindre dans un bureau, lorsqu'on lui demande « Tu n'as pas vu qu'il te faut éteindre ?» Il dit « Tu t'en laisses, c'est l'argent du Ngomna. » Le Ngomna là, c'est vous, c'est moi. Comme pour dire que l'État et ses dirigeants ont l'obligation de protéger cette fortune publique. Et derrière, dans la notion de protection de fortune publique, se cachent les intérêts de l'État. Comme pour toute personne physique également, qui peut être litigante. C'est vrai que pour revenir à cette problématique, à la problématique de cet ouvrage, l'État jouit dans son existence, dans son existentiel, d'un certain nombre de privilèges et d'immunités, notamment les immunités de juridiction dont on n'assigne pas un État, on ne juge pas un État, on n'exécute pas contre les biens d'un État. C'est ainsi que nous reviendrons utilement à cette citation qui ouvre cet ouvrage du président Mohamed Bejaoui, qui, comme on le voit à notre bas de page, qui fut juge à la Cour internationale de justice de La Haye de 1982 à 2001. Et président de l'Auguste Cour de 1994 à 1997. Il avait déclaré « Nous, c'est aux juges qui avons le privilège de voir les États sur le banc des accusés. De les voir sur les bancs des accusés, les États acceptent de se faire juger, mais on ne les assigne pas de manière ordinaire. L'État n'est pas un justiciable. Voilà, de manière, comment on dit, involontaire. Parce que justement, pour prendre le cas spécifique de la Cour internationale de justice, pour qu'un État soit justiciable à la Cour internationale de justice, il faudrait qu'il ait, pour souscrire à un élément de procédure important, la souscription à la clause
obligatoire de compétence. Donc elle accepte de se faire juger et en acceptant de se faire juger, l'État accepte de s'exécuter, c'est-à-dire d'exécuter la sentence qui sera rendue par l'auguste cour. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous avons voulu, toutes ces techniques que nous avons voulu déployer à travers cet ouvrage. Alors, pouvez-vous nous présenter de manière générale, par rentrer dans les détails, le cadre d'expression, le cadre de la défense des intérêts de l'État devant les différents prétoires étrangers? Oui. Nous vous remercions de la question et nous dirons ceci. Déjà, cet ouvrage n'est pas un ouvrage personnel, c'est bien de le dire en amont. Il s'agit d'un ouvrage collectif qui est la conséquence positive d'un séminaire international organisé il y a un certain nombre d'années à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC. Et vous avez à l'intérieur de cet ouvrage différentes interventions d'éminents juristes que l'État pose au quotidien à travers ses commis, les commis de l'État, devant les juridictions administratives. Avant certaines réformes judiciaires au Cameroun, c'était exclusivement la chambre administrative de la Cour suprême qui connaissait du contentieux de l'État. Avec la nouvelle réforme, il y a eu la nouvelle réorganisation judiciaire, il y a des tribunaux régionaux, tribunaux administratifs pour rapprocher la justice des administrés. Mais au-delà de tout cela, ce ne sont pas tous les actes de l'État qui sont déférés devant ces juridictions. L'État reste protégé parce qu'il a une mission de service public. Mais cependant, au niveau international, lorsque l'État se déploie, lorsque l'État agit avec le concours d'un certain nombre de partenaires au développement, comme l'Union européenne, parce que lorsque vous allez ces fameux accords UE, Afrique et Caraïbes, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours à l'intérieur des clauses de règlement des différends. Et c'est l'une des caractéristiques même des engagements internationaux de l'État. En cas de litige, quelle est la juridiction qui sera compétente? Et à ce niveau-là, nous interpellons justement dans la formation tous ceux qui sont des juristes aux côtés de l'État, comme aux côtés des particuliers, parce que les problèmes se posent de la même manière. La bonne rédaction, la maîtrise de la rédaction des engagements internationaux, d'une part, et surtout la maîtrise de la clause de règlement des différends. Donc c'est cette clause qui généralement nous renvoie à la fois devant un prétoire particulier, ça peut être une juridiction étrangère, ça veut dire que le contrat, l'accord, le traité qui a été conclu avec l'État ou avec un partenaire privé nous renvoie devant la haute cour de Londres, devant le tribunal commercial de New York, devant le tribunal de grande instance de Francfort, etc., etc. Ou alors, devant une juridiction internationale, ça peut être la Cour internationale de justice, ça peut être la Cour africaine des droits de l'homme, ça peut être une autre juridiction du genre. Par ailleurs, il peut s'agir du recours à l'arbitrage. À ce moment, on utilisera la terminologie spécifique de clause compromissoire, parce qu'il s'agit d'un compromis d'arbitrage. L'État a accepté de compromettre, s'entendre avec une partie commerçante, qu'en cas de litige, nous irons devant la Cour commune de justice d'arbitrage de Luanda, ou alors devant le tribunal arbitral de tel pays, ou bien devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, ou bien devant le Centre international pour le règlement des différends, CIRDI, qui est hébergé par la Banque mondiale à Washington. À ce moment-là, dans cette clause-là, il devrait être déterminé un certain nombre d'informations déterminantes pour l'issue du procès. Alors, justement, dans le même sens, avant de continuer, y a-t-il une logique qui guide le choix de l'État à adopter une clause compromissoire vers à l'endroit de telle ou telle juridiction judiciaire ou arbitrale? C'est une question intéressante parce que
les experts nationaux ou africains en matière de ces choses-là étaient très peu nombreux et peu connus. Et donc, l'une des techniques que nos gouvernants utilisaient le plus quand il y a un différend du genre, c'était d'avoir recours systématiquement à des cabinets internationaux qui ont pignon sur rue, sur la place de Londres, sur la place de Paris, sur la place de New York. Eux, ils sont des marchands du droit. Ceux-là sont des marchands du droit. Et lorsque vous êtes un marchand, vous ne pouvez que proposer ce qui vous sied le mieux. Mais il y a quand même des repères. Dans le cas d'un investissement, les lois applicables, objectives, devraient être le lieu de l'investissement, ou le lieu où, par exemple, une usine qui a été négociée est construite. Mais généralement, le bailleur de fonds, parce qu'il s'agit dans la plupart des cas d'eux, demande à ce que ce soit eux qui désignent la juridiction qui leur paraît à même d'être objective, se détachant ainsi de certaines tares qu'on attribue à nos tribunaux étatiques pour dire qu'il y a la corruption, il y a ci, il y a cela. Mais ce qui est certain est que de l'expérience de l'arbitre que nous sommes, dans de juges à l'international, il y a des critères objectifs dans le cadre du règlement d'un différend. Le problème juridique est posé, le droit applicable est posé, et les solutions qui peuvent subvenir par rapport à ce différend également se dégagent et du droit applicable et des règles invoquées par les parties, et ensuite des règles que le tribunal pensera pouvoir retenir pour apprécier ce cas. Donc, une appréhension ou une autre, elles sont relatives. Aujourd'hui, donc, nous également, nous sommes en devoir ou en capacité de proposer des juridictions qui nous semblent à même de régler les différends. Nous prendrons dans le contexte africain la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA qui a 30 ans aujourd'hui. On ne peut pas nier que la CCJA entretient un commerce fructueux avec les autres instances juridictionnelles ou les autres instances légales dans le monde. Il y a des arbitrages de la CCJA qui se tiennent bien sur la place parisienne parce qu'elles ont été désignées par les partis, sans qu'il n'y ait lieu de craindre une certaine impartialité. Mais pour ne pas rentrer dans certains détails ou certaines considérations, on dira que malgré toutes ces désignations-là, il y a toujours des partis qui trouvent le moyen de les contester. Mais les sentences arbitrales rendues par ces centres d'arbitrage régionaux trouvent un écho favorable devant les instances internationales, étrangères, nationales. Certaines de ces décisions sont déférées devant des cours d'appel des pays étrangers et reçoivent justement l'interprétation qui leur est réservée également par d'éminents juristes africains. Donc il n'y a pas lieu d'avoir a priori une appréhension qu'on vous a renvoyé devant le centre de médiation et d'arbitrage du JICAM. On dira que c'est parce que les investisseurs sont étrangers et ceux qui ont bénéficié de l'investissement sont nationaux camerounais. Donc il y a une appréhension. Ceci nous permet, pour embrayer sur ce point, d'indiquer que ce qui est débattu à cet instant sur la représentation de l'État devant le prétoire étranger, émanant de juristes camerounais, n'indique pas qu'il s'agit seulement d'une question camerounaise. Il s'agit de tous les États du monde en général qui sont concernés par une publication comme celle-ci, et tous les États africains, parce que les mêmes problèmes juridiques, les mêmes questions de représentativité devant ces prétoires étrangers sont posées à nos différents États, à différents titres, mais de manière générale. N'a-t-on pas vu la Guinée équatoriale? N'a-t-on pas vu le Cameroun? N'a-t-on pas vu le Nigeria? N'a-t-on pas vu le Congo? N'a-t-on pas vu le Burkina Faso devant la Cour internationale de justice pour des questions de frontières? Si. À ce moment-là, nous leur donnons à travers cet ouvrage les différents outils pour permettre aux juristes de mener à bien ces procédures et surtout de se doter des moyens de fond pour pouvoir donner la juste réponse à la personne qui les a désignés comme représentants, qu'ils soient avocats ou agents judiciaires, selon les cas. Il y a un excellent article du docteur Chenzet dans l'ouvrage justement qui parle de ces agents,
ou du docteur Maouvet de Regretter Mémoire qui parle de ces sujets-là. Alors, en parlant des agents, je vais lire cet extrait de la circulaire numéro 001/CAP à la page 37. Page 37, oui. CAP/PM du 4 janvier 2000 relative au fonctionnement des structures juridiques des départements ministériels. Oui. Je cite. Alors, le Premier ministre remarque que les structures juridiques sont marginalisées dans le circuit ministériel d'élaboration des textes, victimes de la méfiance, du cloisonnement des directions techniques et du recours de plus en plus développé et pas toujours justifié aux expertises juridiques externes à l'administration. En conséquence de cette marginalisation, il s'ensuit un suivi peu satisfaisant des intérêts de l'État en justice. Fin de citation. À la lecture de cet extrait et d'autres éléments, il ressort que les structures juridiques ou alors les agents de l'État dans les représentations devant les prétoires ne sont pas suffisamment outillés en termes de formation et même en termes d'information. Qu'en dites-vous? Tiens, la question est embarrassante parce que c'est un peu comme porter un jugement de valeur sur des collaborateurs ou hier des collègues qui ont la lourde responsabilité de représenter l'État devant la justice. Mais il s'agit bien d'un constat du chef du gouvernement. S'il s'agit d'un constat, ça veut dire que le chef du gouvernement a pris la peine et le temps de faire observer. La conséquence de ceci est que l'État est lourdement condamné devant les tribunaux. Il nous souvient d'un extrait d'un cours de l'ancien procureur général près de la Cour suprême, de Regretter Mémoire, le procureur général Rissouk à Moulon, qui, dans ses enseignements aux éditeurs de justice à l'ENAM, leur disait: quand vous jugez l'État, ne perdez pas de vue que c'est cet État-là qui vous paye. Et l'argent que l'État vous paye, il ne le prend pas quelque part. Il n'est pas posé quelque part. C'est l'ensemble des recettes, la fiscalité, les droits, timbres et autres. Donc, et la main moins lourde. Illustration. Lorsqu'on condamne l'État dans le cadre d'un meurtre accidentel, d'un meurtre, on a tout le quotidien, un militaire, un policier a tiré sur un citoyen. On condamne l'État à payer, par exemple, 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, ça représente pas la vie d'un homme, mais ça représente des recettes importantes. Alors, donc il y a cette modulation. Maintenant, il y a la connaissance de fond. Est-ce que les sujets traités sont maîtrisés par les agents de l'État judiciaire? C'est un autre problème. Est-ce qu'ils viennent effectivement au tribunal? C'est un autre problème. Est-ce que les mémoires qu'ils soumettent sont soumis dans les délais? Voilà encore un autre problème. Donc, il s'agit de la maîtrise de tous ces délais-là, qui sont les détails de la justice. En réalité, les services juridiques de l'État devaient travailler sous les contraintes d'un cabinet d'avocats qui, lorsqu'ils ont reçu une notification d'audience, doivent savoir dans quel délai ils pourront soumettre leurs mémoires, leurs conclusions et autres. Et puis, doivent être familiarisés à ce langage-là. Qu'est-ce qu'un mémoire? Qu'est-ce qu'une réplique? Et comment on se tient même déjà à l'audience? Par exemple, certains représentants de l'État, lorsqu'ils vont devant certaines juridictions, on lui dit: allez saluer le procureur de la République, allez dire bonjour au président du tribunal. C'est comme si vous leur demandiez de s'aliéner, c'est-à-dire ils sont dans leurs égos, je suis peut-être directeur juridique. Non, c'est l'institution qu'on respecte. Venez, monsieur le procureur, bonjour, je suis tel, je suis représentant dans l'affaire. Ça amène même le magistrat qui a retenu le dossier, parfois, de vous faire passer, de vous appeler, même d'appeler votre dossier avant ceux de certains avocats, parce qu'il y a un ordre de préséance par rapport au temps mis au barreau, ainsi de suite. D'appeler votre affaire juste parce que vous vous êtes présenté à lui comme votre. Donc en fait,
c'est tous ces petits mécanismes-là qu'il faudrait huiler. Ils font déjà bien leur travail parce que de plus en plus, ou alors de mieux en mieux, l'État est suffisamment représenté. Nous avons eu, on ne donnera pas de détails, à découvrir certaines procédures contre les institutions étatiques à l'étranger. Avant que l'État ne s'implique dans ces procédures-là, l'État était systématiquement condamné, en fait, même si elle pouvait intervenir en intervention volontaire, mais l'État était condamné parce qu'elle n'avait pas eu le temps, l'opportunité de présenter sa défense. Donc on avait des condamnations de défaut, donc de mieux en mieux. Avec ces formations comme celle-ci, le sujet est d'actualité et permettre à l'État de pouvoir, aux agents de l'État, aux agents judiciaires de l'État, de pouvoir présenter les moyens de défense de l'État et ainsi d'empêcher des condamnations de défaut. Alors, immédiatement, deux questions me viennent à l'esprit. Oui. Quels sont les acteurs de la défense de l'État? Est-ce des avocats conseils? Est-ce des agents de l'État? Est-ce les plénipotentiaires? Et comment est-ce que l'État fait pour renforcer leurs compétences, leur capacité devant ces instances? Cette question est complexe parce que selon les domaines, selon les juridictions, ça se passe. Mais déjà, à titre principal, il s'agit des agents de l'État qu'on désigne agents judiciaires de l'État. Quand vous allez devant la cour de justice de la CEMAC, en N'Djamena par exemple, il y a des règlements de procédure qui indiquent très bien que c'est l'agent judiciaire de l'État qui représente l'État et peut être assisté par un conseil d'un avocat. Quand vous allez devant la Cour commune de justice d'arbitrage de l'Ouada, elle vous dit que le ministère de l'avocat est obligatoire. Et puis le ministère de l'avocat est obligatoire, on devrait pouvoir le comprendre également. Les magistrats qui siègent devant ces instances sont des professionnels de l'affaire judiciaire. Ils voudraient, dans l'intérêt même des procédures, du gain de temps, de la technique juridique, de la technique judiciaire, avoir en face des professionnels du droit. Et l'avocat est un professionnel du droit. Donc, lorsqu'il est devant la CCJ, lorsqu'il est devant la Cour de justice de la CEMAC ou bien devant la Cour d'appel de Paris, il sait quelles sont les règles de procédure, quelles sont les règles d'instance, quelles sont les lois de fond. Donc, l'État est représenté également à certains niveaux par des hauts diplomates. Quand il y a une affaire qui implique l'État du Cameroun devant la Cour internationale de justice, forcément, l'ambassadeur du Cameroun auprès de la CIJ et auprès des Pays-Bas est impliqué. C'est lui qui conduit toute la délégation des plénipotentiaires. Et il y a ce qu'on appelle un mandat. Un mandat de représentation doit être donné et au conseil et à l'agent judiciaire parce que c'est comme une lettre de constitution. Parce que quand je ne vais pas venir débarquer dans une procédure, on appelle affaire État contre tel. Je viens, je me nomme Dr Zorc. Non. Qu'est-ce qui prouve que l'État vous a mandaté? Parce que lorsque vous lisez l'excellente contribution du professeur Joseph-Marie Bipoun, de regretter mémoire, qui a été rappelé à Dieu il y a quelques jours, il indique bel et bien tous ces méandres-là. En fait, c'est lui qui fixe, en d'autres termes, le cadre même de la représentation de l'État, le cadre général du contentieux de l'État. Il dit comment ça se passe. Donc, vous avez ces agents judiciaires qui sont nommés. Nous avons eu le privilège pendant notre formation à l'Institut des relations internationales du Cameroun de vivre la fameuse affaire de limite frontière entre le Cameroun et le Nigeria, communément appelée l'affaire Bakassi. Nous avions certains de nos enseignants qui étaient agents judiciaires de l'État. Donc, ils nous ont expliqué, pour ne pas le nommer, le professeur Maurice Camteau, qui nous disait comment est-ce qu'ils font pour accéder devant la CIJ. Donc, le garde des Sceaux signe un document donnant des pouvoirs à désigner un agent judiciaire, un agent adjoint, ainsi de suite. Et c'est des balais courtois parce que
On ne viendra pas faire des effets de manche devant la CIJ où on pense à tout, genre, non. On est respectueux de ceux qui vous occupent, de ceux qui vous écoutent. Oui. Il y a des mémoires qu'on rédige et selon une certaine technique. Et puis il y a une technique particulière pour pouvoir défendre. C'est-à-dire que vous devez partir du mémoire en demande, la requête d'instance, l'introductif d'instance, et pouvoir répondre aux arguments qui ont été exposés dedans. Vous n'allez pas venir comme dans une bagarre au village, engager une bataille sans savoir de quoi on vous accuse et vers où vous allez. Donc il y a effectivement une démarche dans cela. Et la rémunération, on imagine certainement que ce n'est pas... À l'international, on pourrait parler de la liberté au niveau de la rémunération, mais il y a des juridictions également qui encadrent ces questions-là. Il y a des barèmes, notamment en matière d'arbitrage, qui indiquent par rapport au montant du litige en jeu, quel est le montant qui sera payé par le demandeur et par le défendeur, et ensuite quel pourrait être le montant des honoraires du conseil. Donc ça dépend, et ça dépend de la complexité des litiges. Il y a des moments quand, si par exemple vous avez affaire à une saisie d'aéronef, une saisie de navire, c'est pas comme si on vous avait soutiré votre portefeuille au marché central de Yaoundé. Et en cela, l'un de nos anciens nous disait de laisser le conflit, le contentieux des chiens écrasés au prétoire interne, parce que sur le plan international, non seulement c'est intéressant, mais c'est assez complexe. Et nous pensons que l'ouvrage sur la défense des intérêts de l'État devant le prétoire étranger vient vraiment à point nommé, que ce soit pour notre État camerounais, ce n'est pas du nombrilisme, mais d'abord nous, et ensuite nos différents partenaires, c'est-à-dire les autres pays africains, que cet ouvrage intéresse également, parce qu'il s'agit des mêmes problématiques qui s'opposent à nous tous, étant entendu que la scène internationale est essentiellement irriguée par des traités internationaux, des lois sous-régionales, ainsi de suite, des accords sous-régionaux, et donc par conséquent, ce qui dit Cameroun, dit Congo, dit Gabon, dit Centrafrique, dit Côte d'Ivoire, dit Tunisie, dit Égypte, parce que les problèmes, nous sommes tous dans les mêmes traités. Quand on va parler du traité de Vienne de 1969 sur les traités et les conventions internationales, le Cameroun, comme tous les autres pays africains, en sont membres. Lorsqu'on va parler du CIRDI, c'est pareil. Lorsqu'on va parler de la Convention de New York de 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales étrangères, tous nos pays sont concernés. Donc il s'agit d'un arrimage, un faisceau de conventions internationales et traités qui nous permettent ou qui nous obligent à une meilleure maîtrise pour que la scène internationale demeure une scène organisée. Parce que ce n'est pas une jungle. Une scène saine. Scène relative, mais une scène rationalisée, parce que forcément on passera par-ci ou par ça. Oui. Il peut arriver, on l'a souvent regretté, que des agents de l'État soient complices de la condamnation des 10 États. Comment est-ce que cela peut être possible? Alors, dans ce cas, quelles sanctions encourt-il s'il y en a? La question n'a pas été traitée dans cet ouvrage, mais si c'est une hypothèse qui pourrait être envisagée sans qu'on ne la connaisse vraiment, elle pourrait intervenir au niveau de ce qu'on appelle la complicité, une complicité passive. Par exemple, si vous êtes en possession des moyens juridiques qui permettent de mettre l'État à l'abri d'une condamnation et que vous vous mettez en intelligence avec la partie soit demanderesse ou défendresse pour lui dire que voilà les failles de notre dossier. Merci, à bientôt sur Africa TV. Je vous remercie également pour l'opportunité que l'Harmattan nous offre de pouvoir diffuser, de pouvoir expliquer, de pouvoir faire connaître les fruits de nos différentes recherches, en souhaitant qu'il en soit ainsi pour longtemps encore. Merci. Oh, merci. Qui décide que
un X ou un Y le représentant. Ou alors désigne tel conseil dévolu à la défense des droits de telle institution. Si de tels cas sont avérés, c'est au chef de département ou sinon au garde des Sceaux de tirer toutes les conséquences. Mais cela s'assimilera facilement à de la haute trahison. C'est-à-dire que vous faites de l'intelligence avec l'ennemi à l'étranger. Donc, ceci pour dire que le représentant de l'État est interpellé par un certain nombre de vertus. La loyauté, la sincérité, et puis la réserve. Parce que si vous cédez à l'ennemi les armes pour vous descendre, c'est de la trahison d'une certaine manière. Et je pense que les lois internes sur le plan pénal tireraient simplement les conséquences de tels agissements. Mais à notre connaissance, jusqu'ici, ces aspects n'ont pas été interpellés dans cet ouvrage. Alors, le représentant de l'État doit être animé par un certain nombre de vertus, parmi lesquelles la loyauté et la compétence. Docteur Zokatara, merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec nous sur cette thématique qui est toujours ouverte en termes de questionnement, en termes de suggestions. Nous saurons terminer cet entretien sans rendre un hommage à l'un des contributeurs de cet ouvrage de regretté de mémoire, le professeur Joseph Marebi Pounoum, ancien ministre, membre du Conseil économique, membre du Conseil constitutionnel, éminent juriste, qui nous a quittés il y a peu de temps. Nous y associerons également la mémoire du docteur Michel Maouvet, à qui cet ouvrage est dédicacé et qui a une contribution dans cet ouvrage également, qui nous a quittés il y a quelques années de manière brutale. En 2019. Merci, à bientôt sur Africa TV.